Oui, ici il est pas loin de Biasca. On est dans la Val de Soleil, dans la commune de Serravalle. On a un ferme ici, on fait le raisin. Ici, il travaille toute la famille. Moi, ma femme et mon fils. Et on est très contents. C'est très cool, comme on dit. On a encore la fortune qu'on a beaucoup d'eau, très fort, et les vals latérales sont encore très sauvages. On a des choses que j'ai vu des choses qu'avant je ne pouvais pas imaginer là-dedans. Parce que j'ai vu des films. Moi, j'ai toujours vu la Val comme ça, avec le côté de la route. Mais quand vous voyez la Val là-dedans, avec des trucs spéciaux, avec les camionneurs, c'est tout le monde, hein. C'est spécial. Oh, cette longueur, elle va pas traîner, je te le dis. Je vais l'avaler en 2 tours, 3 mouvements. Ah, ça va le faire. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi toute cette puff là? Hey, t'es qui toi? C'est pas possible ça. Oh! Oh mais quoi? Ici on grimpe ici, c'est l'escalade, il y a une grande de voie, c'est normal qu'il y a de la magnésie. De l'escalade ici. Non mais t'es sérieux? Regarde, ici on fait du canyon. Non mais ça va pas du tout là. Tiens, prends ça et viens avec moi. Bah, on fait quoi avec ça? Décidément, à chaque fois que je viens ici, je tombe sur des mecs qui ne savent même pas qu'ils sont plantés au bord d'un truc magique, génialissime. Et eux, ils n'en voient rien. Ou alors, si peu. Mais c'est comme ça le canyoning. C'est un sport pour les curieux, pour les véritables aventuriers. Gouffres, clus, canyons, gorges, défilés, combes, passes, c'est des endroits qui ont toujours provoqué l'imaginaire, attiré les courageux, et ça, l'histoire en témoigne. Bien avant les débuts de l'alpinisme et les grandes explorations de montagne, certains chasseurs et pêcheurs téméraires s'aventuraient tant bien que mal au fond des canyons à la recherche des proies les plus coriaces. Alors que ces lieux étaient considérés à l'époque comme maudits, hantés par les esprits ou habités par le diable, ces gaillards y descendaient sereinement, assis en toute précarité sur un pauvre rondin noué au bout d'une corde de chanvre. De même, dans certains endroits comme dans le sud de la France, ceux que l'on appelait les falaisistes n'hésitaient pas non plus à descendre pour aller couper les précieux troncs de buis qui poussaient sur les falaises. Et ça, c'était juste pour trouver du bois nécessaire à la fabrication de divers outils d'époque, et notamment des boules de pétanque. Mais bon, il faudra quand même attendre le début du XXe siècle pour que quelqu'un se décide enfin à entreprendre une descente intégrale d'un canyon. Et bien sûr, c'est au grand géographe Édouard Alfred Martel que l'on doit la première du style. Martel est connu dans le monde entier comme le père de la spéléologie. C'est un énervé, un fils de juriste parisien qui s'est mis en tête à 28 ans d'explorer toutes les cavités du monde. Avec quelques compagnons, armés de simples torches et de gros pulls en laine, il visite et répertorie en France entre 1888 et 1893 un total de plus de 250 km de galeries. Il va ensuite d'exploit en exploit dans le reste de l'Europe, et même jusqu'aux États-Unis.
Puis, un beau jour d'été 1905, ils s'attaquent au Grand Canyon du Verdon. Cette première est une véritable expédition. Avec une équipe de fidèles compagnons et de locaux chevronnés, Martel s'engage ainsi dans ces gorges encore vierges, chargées d'une grosse quantité de matériel scientifique et photographique. 3 canoës en toile sont mis à l'eau pour le transport des instruments et des hommes. Mais dès le premier jour, après 7 heures passées sur 2 km de rapides et de chaos rocheux, 2 embarcations sont brisées, et la 3e est un fardeau qu'il faut maintenant porter à pied. Martel s'en rend compte à ses dépens. La furie des courants et la topographie tortueuse du parcours rend la plupart du temps impossible la navigation. Durant les 3 jours qui suivent, les explorateurs pataugent à grande peine dans un dédale d'obstacles. À chaque pas, il leur faut soulever des eaux froides, leurs frasques trempées et leur lourd matériel pour passer les vasques tourbillonnantes, les passes étroites et les champs de blocs jonchés de failles mesquines et de puissants rapides. Ils parcourent alors plus de 20 km de défilés inconnus en 4 jours et 3 nuits. Finalement, après bien des déboires, au matin du 14 août 1905, l'équipe de Martel sort triomphante de la première descente complète du Grand Canyon du Verdon. Par le naufrage de leur canoë et leur volonté de passer coûte que coûte à pied, ces messieurs franchissent malgré eux les premiers pas du canyoning. Sors à gauche, là, sors à gauche. Pousse le couple là, ouais. Ça a eu chaud, hein. Oh! Oh! C'est qui ça? C'est quoi ça? Oh! C'est pas possible! Mais qu'est-ce que vous faites là? On est des rafters, du rafting, t'inquiète. Du rafting dans un canyon? Non mais on aura tout vu, vous êtes barrés les mecs. Prenez ça et venez avec moi. Ouais, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais de la flotte. Non mais tu rigoles, on fait du canyon. Tiens, prends ça. Allez viens.
Bon, où est-ce que j'en étais, moi, avec toutes ces histoires? Ah oui, les premières expéditions. Après le Verdon, Martel s'attaque à d'autres défis plus complexes, comme la Clue des Glins dans les Alpes-Maritimes ou le canyon basque d'Alzarte au Ladubie. Dans ces parcours considérés aujourd'hui encore comme techniques, il est contraint de faire usage de moyens de progression qu'il emprunte à la spéléologie. Même si ces 2 dernières explorations restent incomplètes, elles ouvrent la voie vers une pratique spécifique que Martel baptise alors spéléologie à ciel ouvert. À partir des années 30, de nouvelles générations de spéléologues, d'alpinistes et d'explorateurs s'intéressent à cette jeune discipline et poursuivent le travail entamé par Martel. Mais le véritable essor de l'activité commence à la fin des années 70. Certains spécialistes entament alors la publication de véritables topoguides destinés non plus à être transmis à un public de scientifiques ou de sachants, mais pour le bénéfice de tous. Les évolutions du matériel jouent alors un rôle décisif en matière d'accessibilité. Avec l'arrivée des combinaisons néoprène, des baudriers et des cordes en nylon, on obtient un confort et une sécurité relative. C'était pas vraiment le cas avant. Les années 80 marquent l'explosion des sports dits fun. Les sauts et les toboggans que les premiers explorateurs évitaient soigneusement deviennent rapidement l'un des attraits majeurs des canyons. Les ouvertures se multiplient en Europe et dans le monde. Dans les Pyrénées, la fameuse Sierra de Guara devient la Mecque de cette nouvelle religion. Et enfin, de 90 à 2000, avec les premières formations de guides spécialisés, le canyoning achève de revêtir son caractère sportif et se démocratise. Cette activité, qui fut mystérieuse voire méconnue, est maintenant pratiquée et clairement identifiée par le grand public. Enfin, plus ou moins. Stain, Virgil de bois. Pas possible, qu'est-ce que c'est encore tout ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ici? Hey, t'as pas vu les grottes? Cherche Grottes. des grottes. Des grottes? On m'a dit qu'il y en avait ici. Mais ici, mais y a pas de grottes ici là. Eh ouais, je suis venu par la spéléo. La spéléo? Mais il rigole celui-là là, on comprend rien quand il parle. Cherche Ici. une grotte. Ici, À la spéléo, moi. ici c'est du canyon, ok? Quoi? Du canyoning. On fait pas de spéléo ici. Mais moi, je Ok. fais la spéléo. Alors, écoute, ne bouge pas, on prend rien sur toi. Cette affaire-là. Ah, attends, regarde-moi ça. Alors, on va trouver quelque chose pour toi là. Eh tiens, tu me prends ça là. Puis tu viens avec nous. Là. C'est ça. Ouais, je vais te montrer là. Allez, viens. Et on y va là. Allez, les gars, on y va. Ouais. C'est parti. On va lui montrer à celui-là.
pas possible ça. Non mais, encore un? Mais à quoi tu joues là? C'est pas vrai ça. Bah, je vole. Non mais c'est pas vrai. Ici on fait du canyon. Du canyon. Bon, allez. Justement, prends ça et viens avec moi. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Ici, c'est du para. Ok. Eh non, non, mais attends. Pars pas. Tu vas pas me laisser là. C'est quoi du canyon? Eh, vous faites quoi là? C'est quoi ça? Eh, on fait du canyon. Ah, ça a l'air cool. Je peux venir. Non mais je pensais que c'est une bonne idée. C'est possible de faire ça. Ouais, ce qui paraît, c'est un peu compliqué, mais. C'est pas dangereux? Ouais, non, je pense que c'est bon. Moi j'ai entendu que ça portait malheur, c'est comme sur les bateaux. C'est pas Non, ouais, ça porte malheur. Ça porte malheur. Non mais les gars, vous êtes macho là. On l'apprend. On l'apprend, pas sur un bateau. Bon, ok, c'est bon, tu peux venir. Allez, on a ce qu'il faut. C'est quelque chose d'incroyable, qu'est-ce que la nature peut créer. Je pensais que ça serait des vasques où on va nager, peut-être on va sauter un peu, mais tout à la fin, quand on a fait des rappels de 50 mètres, ça dépassait vraiment mes attentes. La première fois que j'ai fait du canyoning, c'était vraiment l'adrénaline, cette expérience de conquistador. Vraiment engagé dans un canyon, et toi t'es là et putain je suis aventurier dans un milieu que je connaissais pas. D'évoluer dans une rivière, d'évoluer dans un canyon,
c'est super joueur. C'est les éléments, c'est la configuration, c'est la typologie d'un canyon. Quand tu te déplaces dans l'eau, ben, tu dois trouver ton équilibre, tu dois chercher ce mouvement en fait dans la rivière. Ça demande des connaissances en corde, tu as des petits sauts, des petits glissements, des toboggans, cette possibilité d'avoir différentes pratiques. Tu as vraiment plein de choses qui te rendent l'activité ludique et puis plaisante. Mais quand je vois mon début de canyoning, c'était il y a plus de 10 ans, t'es vachement porté sur ça, genre les sensations, l'extrême, toujours plus haut, sauter toujours plus loin, les figures, les gros rappels et tout. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que y a beaucoup plus intense à chercher dans le canyoning que ça. C'est pas juste descendre des cascades ou descendre dans une rivière. Et ce qu'on essaye de trouver souvent, c'est ces beaux encaissements où l'eau a frayé son chemin dans la falaise. C'est-à-dire la gorge étroite, avec de l'eau qui a formé des dessins dans cette gorge, qui a créé vraiment des formes, chaque force, chaque passage, chaque endroit unique. Et puis tu vois vraiment comment l'eau a trouvé la solution pour passer à travers, et puis ce qu'elle a fait, quoi. En fait, on joue dans ce que l'eau a creusé. Tu vis les émotions de l'eau en fait, à travers des millions d'années. Ça, c'est une émotion, je crois que vraiment c'est là qu'on découvre le canyoning et qu'on comprend pourquoi les gens font ce sport. Ouais, disons que cette immersion devient aussi un besoin parce que tu te retrouves un peu remis à ta place. Maintenant, en Europe, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de monde en montagne ou dans les forêts, dans les natures, où c'est un peu de plus en plus bien fréquenté, tu retrouves encore un petit peu ce côté sauvage, suivant certains canyons, même très sauvages, où tu as tous les arbres qui se sont effondrés dans le canyon, c'est l'apocalypse. Et là tu dis non mais qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi, c'est dément. Et puis tu as la nature qui reprend un peu ses droits, quoi. Je rentre dans un canyon que j'ai déjà fait et j'arrive et le paysage a changé. Et non, mais... Ah, il y avait une cascade à l'époque là. Ou tiens, ça c'était un toboggan et maintenant c'est devenu un saut. Ou pire, t'arrives et puis tu commences le canyon et puis tu te rends compte que l'équipement qui était sur place a disparu. Donc j'espère pour toi que tu as tout prévu pour rééquiper. Et là on parle de perfo, on parle de point d'ancrage, parce qu'il y a eu des crues de dingue et que le canyon a été, il a été malmené. Et toi tu arrives et tu avais tout prévu ton plan, et puis pas bien du coup, parce que tu arrives et tu n'as peut-être pas prévu de prendre du matériel d'équipement. Et là tu te rends compte que l'aventure commence. et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, peu importe le niveau, peu importe la difficulté, on peut tous vraiment passer aux mêmes endroits. Il n'y a pas des endroits qui sont interdits à tout le monde. Voilà. On reste quand même tous dans le même canyon, dans les mêmes vasques. On subit tous la même température. On est au final tous égaux. Et c'est vraiment un sport, pour moi, qui est vraiment agréable à ce niveau-là. Quand je rentre à la maison le soir, chez moi, j'ai mal. Ouais, je me suis fait brasser, puis au final, tu sens que c'est comme d'aller dans un bain tourbillon, dans un jacuzzi avec ta femme, pendant toute une journée de temps. À la fin d'une journée, tu es lessivé, quoi. Je sais pas, le lendemain, c'est comme si on revivait, quoi. Qu'on avait envie on apprécie un peu plus la vie, quoi. Et quand ça brasse, puis qu'il y a des gros jus, je me dis, oulala, faut que je fasse attention parce que j'ai d'autres potes avec moi, puis j'ai envie de rentrer à la maison pour boire de la bière le soir. Donc, je me dis, il faut regarder un peu comment on va passer, et puis se dire, rester assez humble. Dire, pas essayer de faire les cow-boys, pas trop souvent en tout cas. Ouais, je trouve que ça soude les gens ensemble. Les amitiés sont plus fortes parce qu'on est obligé de composer avec les autres pour avancer dans un canyon. Sinon, au final, tu prends un peu plus de risques. Et puis seul, souvent dans un canyon seul, tu n'es pas grand chose, quoi. Si t'arrives un couac, c'est pas bon. Ne le faites pas à la maison. Amen. En fait, les anciens qui faisaient du canyon à l'époque, quand j'y repense maintenant, je me dis que ils n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas de matos, ils n'avaient pas forcément des cordes comme on a aujourd'hui, normées, avec la résistance, ils avaient des pauvres cordes en chambre,
toute pourrie et qui disaient que c'était super solide à l'époque, ils étaient contents de ça et nous aujourd'hui c'est inconcevable de partir faire du canyon avec une corde pareille. Ils n'avaient pas d'harnais ou ils s'équipaient avec une corde, voilà, corde en chambre autour du dos, il a passé, il a accroché le collègue sous les aisselles. Moi aujourd'hui je ferais jamais, même tu me dis d'aller faire ça, je le ferais pas. Ils étaient un peu fous ces mecs-là et à la fin, grâce à eux, il y a des activités aujourd'hui qui existent fantastiques, comme le parapente, c'est les mêmes cons. Ils se jetaient avec un parachute qui volait pas et qui empêchait qu'il s'écrase au sol, quoi. C'est ces premiers gars là qui sont des visionnaires et qui ont permis des activités comme le parachutisme aujourd'hui. Le canyoning c'est pareil, il y avait des gars un peu fous au début qui ont dit bon voilà, moi je vais y arriver, je vais aller voir ce canyon, je vais trouver les moyens, je vais rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider d'aller là-dedans et puis de toute façon ça va le faire, on va y arriver. Et puis voilà, aujourd'hui c'est devenu un peu démocratisé et puis aujourd'hui on peut faire du canyon grâce à ces gens-là indirectement. Enfin en fait complètement grâce à eux. C'est ce qui fait que ton activité peut être pérenne avec le temps, d'avoir la capacité de recevoir ce que la nature nous offre, d'en comprendre la sensibilité et de vouloir le partager avec les autres. C'est pas un monde de surplus et de surproduction, de surconsommation, c'est vraiment le plus simple appareil. On n'y va pas tout nu, hein, mais c'est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de superflu. De simples alluvions. Exactement, de simples alluvions. Vous êtes en direct contact avec la nature, avec la force de l'eau. Et puis, il y a des images que pas tout le monde peut le voir et les vivre, comme le vivent les canyonneurs. Cette caillou, travailler de l'eau avec des choses, c'est presque comme des images de la Lune. Ouais. L'eau, c'est la principale chose pour tout ici. Oui, la rivière ici, c'est la vie dans cette vallée. Oui. Mais t'es qui toi? Je suis aptiste moi. Mais c'est un canyon ici à la fin. Tiens, prends ça. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, viens avec moi, arrête de poser des questions.